Nous pour en parler, Monsieur Christian Stavoski, président de l'association Delphine et Sandrine. Monsieur Stavoski, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes donc président de cette association qui s'occupe justement de ce combat des victimes pour lutter contre l'irresponsabilité pénale. Vous avez été reçu ce matin par la garde des Sceaux. Expliquez-nous un petit peu en quoi tenait cette réunion. Alors aujourd'hui, la garde des Sceaux a reçu plusieurs associations de victimes pour faire part des projets qu'elle allait mener et pour faire part d'une circulaire qui allait être mise en place bientôt. La ministre a commencé ses journées par son discours. C'était très général pour toutes les victimes qui étaient présentes. Moi, ce que j'en ai retenu, c'est que j'ai déposé le 26 juillet un dossier sur l'irresponsabilité pénale et j'en ai retenu que pour la première fois, depuis 9 ans que je me bats, en plus d'avoir une écoute, j'ai l'impression d'avoir été un peu entendu au ministère de la Justice. La ministre de la Justice a parlé des non-lieux pour irresponsabilité pénale en disant que ces non-lieux étaient une véritable cruauté pour les victimes et donc qu'elle envisageait de supprimer ces non-lieux. On va peut-être expliquer un petit peu pour les gens qui ne connaîtraient pas le terme d'irresponsabilité pénale. C'est par exemple... L'irresponsabilité pénale, si vous voulez, c'est un article, c'est l'article 121 du Code pénal qui dit que l'agresseur au moment des faits avait l'altération ou l'abolition du discernement. Alors suivant s'il avait l'altération, on va vers ce qu'on appelle un non-lieu thérapeutique, c'est-à-dire il n'y a pas de passage en justice, on vous informe par un papier tout simplement qu'il y a non-lieu, c'est-à-dire que le crime n'est pas reconnu, c'est-à-dire que la victime non plus n'est pas reconnue. C'est contre cela que vous vous battez en priorité. Deuxième solution, on va vers un non-lieu judiciaire. Ce non-lieu judiciaire, c'est quoi? C'est une mascarade, excusez-moi du terme, qui se passe dans le tribunal aux assises avec un jury populaire. À quoi on assiste pendant cette procédure? On assiste à un débat d'experts qui, avec les mêmes propos, vont vous dire que le malade est responsable au moment des faits ou avait l'altération, donc est jugeable, etc. Mais on ne va pas plus loin. Pourquoi on ne va pas plus loin? Pour la bonne raison, c'est que vous avez eu, et la ministre a dit qu'elle ressortait ses rapports, vous avez eu depuis des années une note d'orientation en 2003, un rapport qui s'appelait le rapport Burgelin et le rapport Garot. Qu'est-ce qu'il y avait de ces rapports ayant été faits par des magistrats, par des policiers, par des juristes, par des avocats qui se sont tous regroupés pour faire ce rapport. Qu'est-ce qu'il est dit dans ce rapport très clairement? Que dès qu'il y a possibilité, je dis bien possibilité, et c'est écrit dans ces termes-là, d'application de l'article 122.1 du Code pénal, toute enquête s'arrête. C'est-à-dire qu'on va aux assises avec un dossier qui est pratiquement vide. Donc on va aux assises en faisant ce débat d'experts. Alors ce débat d'experts, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et on va demander à un jury populaire, c'est-à-dire à vous, à un ingénieur, de prendre une décision que des soi-disant experts n'arrivent pas à prendre. Alors qu'est-ce que fait le juge? Pardon, excusez-moi de finir. Qu'est-ce que fait le juge? Le juge, il brandit l'article 122.1. Je ne connais pas un procès en cour d'assises qui s'est terminé autrement que par un non-lieu aussi. Donc ce sont les experts qui décident qu'il y a irresponsabilité pénale. Je crois que dans une des affaires dans lesquelles vous êtes impliqué, vous avez porté plainte contre les experts. La plainte n'est pas encore déposée, mais il va y avoir un dépôt de plainte dans l'affaire de l'assassinat de Francine Roch. Pour la bonne raison, c'est que c'est là où on voit l'utilité de cette procédure. On ne demande pas une procédure simplement pour faire notre deuil, on demande une procédure pour comprendre. Qu'est-ce qu'on a appris lors de ce semblant de procédure? Il y a quand même quelques éléments qu'on apprend. Malgré qu'il n'y a pas d'enquête, on apprend que l'homme déjà est récidiviste. Qu'en fait, l'hôpital où il était a dit qu'il y avait eu un incident, mais l'incident c'est qu'il a essayé de tuer un homme. Bon, on apprend autre chose, c'est que 2 experts psychiatres avouent qu'ils ont relâché le malade parce qu'ils avaient peur pour eux-mêmes et pour leur famille. Donc ils avaient eu des menaces. Alors, donc on voit bien que... L'expertise n'est plus tout à fait une expertise dans ce cas-là, oui. En plus, vous avez malheureusement cette affaire qui a eu lieu ce week-end à Bordeaux, où on voit que des experts qui encadrent des malades, qui sont journalièrement avec des malades, n'arrivent pas à estimer dans quel état est le malade et lui donnent une permission. Parce que moi je veux bien, ils disent on ne pouvait pas le prévoir. Mais alors comment ils font pour prévoir et pour savoir qu'au moment des faits, l'homme était responsable ou irresponsable? Il n'était pas là. Ils font ça 2 ans après. L'homme a été travaillé par son avocat pour présenter la chose d'une certaine façon. Et là, il faudrait qu'on accepte qu'il ne se trompe pas
Et là, par contre, dans le cas de dimanche, il faudrait qu'on dise, mais oui, ils ont le droit à l'erreur. Alors non, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Nous, on a déposé une proposition au ministère. On veut revaloriser le travail des psychiatres. D'accord. Mais écoutez, Monsieur Stawowski, je vous remercie. On va juste terminer en disant que vous travaillez actuellement avec la ministre le garde des Sceaux pour essayer de trouver une solution à ce problème, éventuellement de bloquer ces gens qui seraient pénalement irresponsables dans des centres fermés, de manière à ce qu'il y ait au moins éviter la récidive de ces gens-là. Exactement. Merci beaucoup, Monsieur Stawowski, d'avoir été avec nous. Dans un instant, c'est la suite du 19-20 avec tout de suite vos éditions locales.